Bienvenue. Donc, juste en intro, pour cadrer un peu la discussion, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une discussion avec Agnès. Vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions, si vous voulez intervenir. Souvent, ce qu'on fait, c'est que les gens préfèrent poser des questions via le chat. Donc, moi, je regarderai le chat pendant l'échange. Et donc, je prendrai vos questions au fur et à mesure dans le chat si vous préférez passer par là plutôt que de prendre la parole. Donc, vraiment, vu qu'on ne sera pas beaucoup ce soir, et tant mieux, c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Moi, on va nourrir la discussion et au fur et à mesure de la discussion, je consulterai vos réactions voilà, pour qu'on les commente ensemble et qu'Agnès puisse répondre à vos questions ou moi d'ailleurs, si je peux, bien évidemment. Et donc, voilà, je vais juste couper les micros de tout le monde, sauf celui d'Agnès, pour qu'il n'y ait pas de souci, qu'on ne soit pas dérangé pendant la discussion. Voilà, ok, c'est bon, super. Bon, très bien. Alors, le webinaire de ce soir sur la remise en question professionnelle, ce que l'on est de plus en plus amené à vivre dans sa carrière et surtout comment aborder les choses. Alors, juste en intro, je vais quand même me présenter et expliquer ce que je fais pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, en tout cas pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Jérémy, j'ai travaillé pendant 10 ans, j'étais contrôleur de gestion dans les parfums et cosmétiques. Et donc, j'ai quitté le salariat il y a un peu moins de 3 ans. Bon, j'ai vécu plusieurs aventures entrepreneuriales, mais j'ai lancé un projet, donc le projet qui est de partir sans démissionner. Et en fait, j'accompagne les personnes en poste à négocier un départ. Donc, que ce soit dans la préparation de la négociation de rupture conventionnelle, dans le cas où c'est la négociation d'un accord à l'amiable, ou le deuxième cas de figure que je vois aussi souvent, c'est quand l'employeur refuse la négociation la rupture conventionnelle et qu'il faut mettre en place une autre stratégie pour obtenir ce que ces personnes-là souhaitent. Donc voilà, donc moi j'ai conçu ça il y a quelques mois. Je commence à avoir de plus en plus de personnes que j'accompagne. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai aidé une personne à négocier une rupture. Donc voilà, donc je suis ravi que ça commence à décoller et surtout, je suis ravi d'être utile, de pouvoir aider ces personnes-là. Agnès. Oui. Alors, c'est Je vrai, vais... alors juste peut-être pour l'intro, Oui. c'est vrai que je traite des sujets de départ, mais j'aime bien aussi traiter des sujets tout autour de la réflexion professionnelle parce que je le vois de plus en plus. Et justement, on va en parler avec Agnès. Alors, Agnès, je te laisse te présenter. Oui, ben alors bonjour à tous. Moi je suis Agnès Bonnet-Suard, je suis psychologue clinicienne depuis un certain temps, un certain nombre d'années, et j'ai passé l'essentiel de ma carrière de psychologue praticienne à mener des thérapies avec des personnes qui avaient vécu des situations difficiles, notamment des situations difficiles en lien avec le travail, qui avaient souvent des difficultés à faire la part entre ce qui appartenait au travail dans leurs difficultés et ce qui appartenait à leurs problématiques personnelles. Et après avoir accompagné, en particulier depuis une dizaine d'années, de nombreuses personnes qui vivaient des situations donc, de burn-out, de harcèlement au travail, dans le cadre de thérapie, j'ai eu envie d'intervenir plus en amont. Et pour cela, donc, j'ai eu envie aussi d'intervenir de manière plus globale, plus large. Donc, j'ai créé le cabinet TerraSens pour agir à la fois du côté des entreprises en proposant des audits, des accompagnements de retour à l'emploi, des formations dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux, et tout en menant aussi continuant bien sûr des prises en charge thérapeutiques de patients qui vivaient des situations de souffrance au travail et en développant aussi une activité d'accompagnement type coaching et d'accompagnement bilan souffrance au travail pour des personnes qui justement soit étaient dans une première démarche de questionnement sur l'identification de ce qui pouvait les faire souffrir dans un contexte de difficultés professionnelles, ou alors des personnes qui avaient un projet de mutation professionnelle, mais suite toujours à des situations de souffrance au travail. Voilà, donc pour me présenter brièvement. Bon, super. Effectivement, on va avoir plein de questions pour toi. En tout cas, moi, j'en ai plein et j'espère que les participants aussi.
On peut attaquer le sujet de ce soir, qui est la remise en question de sa carrière ou les questions qu'on peut se poser d'évolution de carrière. Peut-être en intro, je voulais juste donner un peu de contexte pour expliquer un peu pourquoi on est là ce soir et d'où est venue cette idée d'organiser ce webinaire. C'est vrai que moi, depuis que j'ai lancé le projet, je vois de plus en plus de personnes qui me contactent et qui sont dans une étape de vie où elles n'ont pas encore pris la décision de partir, mais elles ont une réflexion qui est là et elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin de concret pour savoir qu'est-ce qui se passe ensuite, mais je sens qu'elles ont besoin encore de nourrir leur réflexion au départ. Et c'est vrai que je me rends compte en fait que mon expertise est limitée en fait, parce que je pense que ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement psychologique plutôt que d'un accompagnement concret de négociation. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide. Et j'ai eu la chance de te rencontrer, Agnès, c'était un événement entrepreneur à Marseille il y a quelques mois. Et puis, on a échangé, j'ai partagé un peu tout ce que j'ai vécu. Et juste je m'arrête 2 secondes, mais il y a un écho. C'est peut-être l'écran. On ne l'entend pas, nous, l'écho, en tout cas. Enfin, moi, je ne l'entends pas. Voilà. Oui, donc en fait, voilà, en discutant avec toi, on s'est dit, cette remise en question, ce travail sur soi, psychologique et mental, on a beaucoup échangé là-dessus et c'est cool de faire un événement pour pouvoir le partager avec d'autres personnes et donner un peu des pistes pour les aider à vivre ce moment de vie un peu difficile. J'ai une première question pour toi, Agnès. Je voulais savoir un peu les personnes que tu as accompagnées et que tu as vues dans ces réflexions. Est-ce qu'il y avait un peu des situations récurrentes que tu voyais, une situation type ou des situations types un peu récurrentes qui étaient souvent, qui témoignaient de cette situation? Alors, oui, en effet, il y a des situations types, il y a beaucoup de situations qui peuvent conduire à une remise en question. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que souvent, déjà, le point commun à toutes ces situations, en fait, c'est la souffrance, qui est un état de malaise qui est plus ou moins important, qui est plus ou moins alimenté par des symptômes, manifesté par des symptômes, mais en tout cas, qui est un état de souffrance lié à la vie professionnelle et lié aussi à l'articulation, justement, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui en fait la complexité. Parmi, par exemple, les situations classiques en fait, qu'on peut rencontrer, il y a les exemples les situations d'échec professionnel. Donc ça, c'est vrai que, par exemple, l'attente d'une promotion qui ne vient pas ou l'échec dans une réalisation d'une mission particulière, par exemple, enfin, un échec professionnel. Des situations de conflit au travail, que ce soit lié à des conflits transversaux, c'est-à-dire entre collègues, ou alors des conflits plus généralement quand même des conflits entre le supérieur hiérarchique et le professionnel. Des situations qui sont en lien avec du harcèlement au travail, le burn-out aussi, des situations d'épuisement professionnel qui vont conduire forcément à une remise en question. Alors, peut-être pas toujours dans un premier temps, mais en tout cas, la remise en question quand même apparaît dans un second temps. Des déceptions. Ça, c'est tout ce qui est en lien, par exemple, avec la situation professionnelle. Moi, c'est aussi pour ça que j'étais intéressée par la proposition que tu as faite de participer à cet échange. C'est que effectivement, ce que j'ai rencontré, c'est que les patients que j'ai pu accompagner souvent étaient perdus dans justement les procédures et les procédures concrètes en fait de rupture de contrat ou de changement professionnel. Et du coup, effectivement, ce que tu proposais m'intéressait parce que moi, je n'avais pas de solution non plus de ce point de vue-là, du point de vue opérationnel en lien avec la rupture d'un contrat de travail. Je n'avais pas de solution par rapport à ça, mais par contre, ce que j'observais, c'est que les gens souvent étaient en déroute par rapport à ça. Donc, dans ces situations, effectivement, de remise en question, en fait, tout se mélange. Et donc, il s'agit là, effectivement, d'arriver à faire la part des choses pour ce qui est de l'ordre de ce que la personne peut changer immédiatement ou ce qu'elle ne peut pas changer immédiatement et pour lequel elle va avoir besoin d'un coup de main.
Alors ça, c'est les situations, par exemple, classiques en lien avec le travail. Après, il y a aussi des situations qui sont en lien avec la vie personnelle, comme par exemple la parentalité. La parentalité peut amener à une remise en question. Ça peut être un événement déclencheur en fait, d'une remise en question. Il y a aussi les maladies qui nous arrivent, hein, les maladies somatiques, les maladies physiques, donc, qui peuvent effectivement aussi, ou les maladies qui touchent un proche, ou la perte d'un proche, par exemple, qui peuvent amener à des remises en question. Là, ce sont des raisons plus personnelles, mais qui vont nous amener à questionner la place du travail dans nos vies et véritablement aussi l'adéquation entre le travail que l'on a et ce que l'on veut pour soi. Voilà, dans son orientation de vie. Donc, oui, vas-y. Donc, il y a si je comprends bien, il y a des évolutions externes qui sont parfois liées au contexte du travail, qui vont amener la personne à se poser des questions, de dire, bon, ça ne marche plus et il faut que j'avance. Il y a aussi la personne qui évolue, c'est ça? Il y a encore de l'écho, je pense. J'ai peur qu'il y ait encore un peu d'écho, mais bon, écoute, on va continuer. Et du coup, oui, mon point, c'était donc il y a des événements externes. Et il y a aussi la personne qui évolue, en fait. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il s'agit souvent d'une résonance, une résonance entre le contexte et la personne. C'est-à-dire qu'un même contexte, par exemple de tension au travail ou de difficultés en lien avec soit le monde professionnel, soit certaines personnes du monde professionnel, ne va pas résonner de la même manière chez toi ou chez moi, par exemple. Okay. Effectivement, en fonction de évidemment de qui on est, mais aussi en fonction de notre parcours, on va raisonner de manière différente, en fonction de ses attentes aussi. Donc souvent, c'est l'interaction en fait entre une dimension externe, liée à des événements extérieurs, et aussi des facteurs internes qui sont liés à la personne même et à son histoire. Après, ce qu'on voit aussi effectivement en ce moment, on voit beaucoup de personnes qui donc se sont remises en question suite à cette crise du Covid qu'on vient de traverser. Elles se sont remises en question pour différentes raisons. Elles peuvent se remettre en question parce que effectivement la crise sanitaire est aussi une crise sociétale et qui va forcément nous amener à nous questionner sur notre place dans le monde, dans la société, dans la vie professionnelle, et ce qu'on veut faire aussi pour soi. Mais elle induit aussi, cette période-là induit aussi des remises en question directement liées au travail, notamment avec l'apparition subite pour beaucoup de personnes du télétravail, qui a, pour certains, réduit le travail à une activité très opératoire et très limitée finalement. Il y a des personnes qui n'avaient pas le sentiment d'être mal dans leur travail avant la crise Covid, parce que quand elles allaient au travail, elles rencontraient des collègues et ça se passait bien, parce que la journée de travail était alimentée par des interactions sociales qui se passaient bien. Et puis lorsqu'elles ont été coupées des interactions sociales et que finalement tout est passé par l'écran et que leur tâche, la majeure partie de leur journée était de remplir des tableaux sur un ordinateur, eh bien, elles se sont posé la question du sens de leur travail. Okay. Voilà. Et là, donc, c'est un événement externe qui est la crise sanitaire, finalement, et les changements des modalités du travail qui les a conduites à s'interroger sur le sens du travail et finalement à se remettre en question par rapport à ce qu'elles voulaient, justement, dans ce travail. Ok, très clair. Quand on a préparé cet entretien, on avait parlé donc de remise en question, mais on a aussi parlé de reconstruction. Oui. On avait fait un distinguo important entre la reconstruction psychologique et la reconstruction professionnelle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la différence entre les deux et l'importance des deux? Alors, évidemment, les deux types de reconstruction sont importantes et souvent, effectivement, lorsque la personne vit un effondrement ou lorsqu'elle perd son emploi, tu me parlais des événements extérieurs tout à l'heure, bon, j'y ai pas pensé, mais j'y pense maintenant, lorsqu'elle perd son emploi, elle va donc s'effondrer parce qu'il y a une perte de repères, alors s'effondrer dans une moindre mesure en fonction des personnes, tout le monde ne fait pas un burn-out, hein, mais on est souvent fragilisé quand même par ce qui nous arrive.
au point de se remettre en question. Et dans ce moment-là, ce que j'appelle le moment d'effondrement ou de fragilité, il y a forcément une perte de repère qui apparaît parce que ce qu'on avait connu n'est plus et il va falloir effectivement envisager quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, on va souvent réagir en voulant le construire tout de suite. Et donc, on va vouloir, et la majeure partie des gens veulent s'engager dans une reconversion professionnelle avant même de s'assurer qu'ils sont stables psychologiquement. Et donc, lorsqu'on vit des situations difficiles de mal-être au travail, de burn-out, de harcèlement, ou des conflits, qui fragilisent en fait notre santé psychologique ou notre santé physique, qui fragilisent aussi notre estime de soi, c'est-à-dire qui nous fragilisent narcissiquement, il va falloir qu'on se reconstruise. Et c'est ce qu'on appelle la reconstruction psychologique, c'est-à-dire que les événements que l'on vit, qu'ils soient d'ordre professionnel ou d'ordre personnel, laissent des traces. Ces traces, on va souvent vouloir vite les effacer pour passer à autre chose. Parce qu'effectivement, constater que des situations difficiles ont laissé des traces, bon, mais ça ne fait pas plaisir, ça veut dire qu'on est affecté, ça veut dire qu'on est un peu blessé psychologiquement, ça veut dire qu'on est fragile, on perçoit notre fragilité, alors que potentiellement, avant, on pouvait faire comme si on n'était pas fragile. Voilà, on n'y pensait pas forcément. Là, on va la percevoir et on va devoir la prendre en compte. Alors, comme ce n'est pas très agréable, généralement, si on associe cette perception de fragilité à la perte de repères qui va avec, à la perte de ses certitudes, à la perte de ses croyances envers le travail aussi, ce qui peut nous apporter, eh bien, on va vivre des moments d'angoisse. Donc, ces moments d'angoisse, évidemment, on va chercher à les éviter. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on va se dépêcher de se reconstruire professionnellement et faire l'impasse peut-être sur la reconstruction psychologique. Or, l'idée, c'est finalement pourquoi les deux vont de pair, parce que la reconstruction psychologique, c'est prendre acte de ce qui s'est passé, assainir le terrain, résorber les symptômes si symptômes il y a, les dépasser, développer des nouvelles ressources pour pouvoir construire l'avenir. Et à partir de cette étape-là, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut s'engager dans une reconstruction professionnelle. C'est pour ça que c'est vrai que souvent, on voit qu'il y a des dispositifs, il existe des dispositifs dans les entreprises de mobilité professionnelle où on va accompagner les salariés au regard de leurs compétences vers la mobilité professionnelle, un changement de poste, une réorientation de carrière. Voilà, donc ça existe. Ça existe aussi dans le public, dans les administrations publiques. C'est très bien parce que ça permet de faire un bilan, c'est connu, les bilans de compétences, ça permet effectivement de faire le point sur les acquis professionnels que l'on a. Par contre, si on n'a pas l'assurance d'être suffisamment stable psychologiquement, émotionnellement, pour faire face aux aléas de nouveaux projets, à l'incertitude qui est associée à un nouveau projet professionnel, aux aléas aussi des difficultés liées à ce nouveau projet, eh bien, on risque justement d'avoir des difficultés à mener à terme ce projet de reconstruction professionnelle. Je suis complètement en accord avec toi et j'ai même envie d'ajouter que cette reconstruction psychologique, elle est fondamentale parce que si je repense moi à mon histoire, au moment où je vivais plein de doutes et je me posais plein de questions, déjà ça a pris du temps. Et pour en arriver au moment de me dire il faut que je construise autre chose et d'imaginer ce autre chose, il m'a fait quand même vraiment pas mal de temps et de digestion. Et je pense que tous les gens qui réfléchissent à se reconvertir, qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de changer de carrière ou de faire évoluer leur carrière, effectivement, il ne faut pas qu'ils ratent cette étape. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils prennent le temps de cette étape de réflexion avec eux-mêmes, qu'ils travaillent avec eux-mêmes. Tu vas me donner des conseils après d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est fondamental et je le vois encore dans les personnes que j'accompagne. Hein, tant que la personne n'est pas au clair avec elle-même sur une forme de deuil aussi à faire d'une certaine manière. Moi, je vois des gens qui veulent déjà partir et je sens qu'ils n'ont pas encore fait le deuil de leur situation actuelle, de leur schéma de carrière actuel. Et pour moi, c'est fondamental de faire ça.
Et la notion de deuil pour tourner enfin la page et construire autre chose, elle est importante, quoi. Oui, elle est d'autant plus importante que le deuil, c'est un travail. On parle de travail de deuil. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un processus qui opère. Donc, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie, dans des moments où vraiment on est en difficulté et qu'on veut changer de voie, on peut avoir envie de faire table rase du passé. Mais ça, c'est sans compter tout ce qu'on a associé comme représentation imaginaire, tout ce qu'on a mis comme investissement personnel, tout ce qu'on avait comme attente envers le travail, qui finalement ont été déçus ou sont encore là. Et il y a le deuil de tout ce qu'on a fait porter en fait à sa première activité professionnelle ou à une carrière en fonction de là où on en est en fait de son parcours professionnel. Il y a à faire le deuil de toutes les attentes qu'on avait envers ce travail, envers soi-même, les attentes envers la réalisation aussi de soi-même. Et tout ça, ça prend un certain temps. Non pas qu'il faille y renoncer complètement, mais il y a un travail de renoncement à opérer par rapport au premier contexte, premier temps de la carrière, pour pouvoir justement développer de nouvelles attentes qui ne soient pas la reproduction des anciennes, en fait. Pour pouvoir développer des nouvelles attentes en fonction de qui on est devenu après ce qu'on a vécu. Dans ce deuil et dans ce travail de reconstruction professionnelle, donc psychologique et professionnelle, il y a aussi la question de l'impact potentiellement traumatique que les situations de travail ont pu générer. Je pense par exemple à une personne, une jeune femme d'une trentaine d'années qui avait fait qui était un jeune chercheur qui a fait une thèse, un doctorat, et qui, lors de son doctorat, a subi du harcèlement au travail de son directeur de thèse. Alors, on commence à en parler, ça existe depuis longtemps, mais maintenant on commence à en parler justement de ce type de situation, comme on commence à parler depuis quelques années du harcèlement au sens large. Cette personne, donc, elle avait donc fini sa thèse et soutenu sa thèse avec de grandes difficultés du fait des relations avec son directeur de thèse, pour qui le travail n'était jamais assez bien. Alors que pendant 2 ans, le travail, elle était un peu portée au nu par son directeur de thèse. La dernière année, le moment je regarde le chat en même temps. Oui, je lirai après. Voilà. Continue. Le moment de la rédaction justement de sa thèse avait été un des pires moments de cette période pour elle, parce que justement le directeur de thèse avait changé du tout au tout, et alors qu'il lui lisait blanc, il lui lisait noir. Donc ça l'avait beaucoup fragilisée. Une fois passé cette étape-là, elle a quand même soutenu, elle s'est sentie un peu soulagée. Elle a fini les derniers travaux qu'elle avait en cours, elle s'est sentie soulagée. Et puis, elle a trouvé un autre emploi. Elle a trouvé un emploi de chercheur, donc tout allait bien pour elle. En plus, un emploi dans un centre de recherche réputé, donc elle était vraiment contente d'avoir enfin atteint son but. Et puis, ça s'est très bien passé. Au niveau des relations avec ses équipes et son manager, ça se passait très bien. Son directeur, c'était du privé, donc c'était devenu un manager. La recherche appliquée, ça se passait très bien. Et puis un jour est venu un moment où elle devait rédiger un gros document de synthèse. Et ce document de synthèse, en fait, a été un élément déclencheur pour elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle s'est sentie complètement dans l'incapacité, alors qu'elle venait de rédiger une thèse quand même de 200 pages, elle s'est sentie, et qu'elle avait rédigé plusieurs articles scientifiques, donc c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème avec l'écrit, elle s'est sentie complètement inhibée par l'angoisse, complètement sidérée, impossible de réaliser ce travail-là. Donc, ce n'était pas la difficulté du travail qui lui posait problème. Là, ce qui lui a posé problème, en fait, c'est la résurgence de l'impact traumatique de l'événement de sa soutenance de thèse, en fait, et de sa dernière année de rédaction de thèse. Où elle avait vécu le harcèlement et tout ça, d'accord. Okay. Où elle avait vécu le harcèlement qui l'avait beaucoup fragilisé. Donc, alors même, elle n'arrivait plus à écrire. Incroyable. Et donc ça a été vraiment très, très pénible pour elle, et c'est sûr qu'elle est en contact avec moi, parce qu'elle a vraiment pris conscience que là, en fait, tout lui est revenu. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait passé et qu'elle pensait avoir dépassé en ayant enfin pris le large de son contexte professionnel antérieur, en fait, tout est revenu ensuite. Et en fait, on voit là que le harcèlement qu'elle a vécu a eu un réel impact traumatique en fait, sur elle, qui l'a empêchée ensuite de travailler.
d'où l'importance de la reconstruction psychologique. Alors, pour se reconstruire psychologiquement, il faut quand même avoir conscience qu'on est détruit. En fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que là, je parle d'un impact traumatique. Elle avait conscience qu'elle souffrait, mais elle ne pensait pas être atteinte à ce point, au point de se retrouver en difficulté plus tard. Mais souvent, il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'ils sont affectés psychologiquement, qui vont souffrir du travail, qui vont développer des symptômes somatiques et qui vont vivre éventuellement des burn-out, mais qui vont vivre des burn-out avec une majorité, par exemple, de symptômes somatiques, c'est-à-dire des douleurs, des troubles du rythme cardiaque, bon, mais qui vont justement voir essentiellement ces symptômes somatiques et vouloir agir sur les symptômes. Alors aujourd'hui, il y a des tas de médicaments qui permettent de soulager et notamment qui soulagent aussi l'angoisse, bien sûr. Dans ce genre de situation, on prescrit aussi souvent des antidépresseurs dans des situations de burn-out. Voilà. Donc, ça permet effectivement de passer le cap. Et ça aussi, mais par contre, ça ne permet pas toujours à la personne de se rendre compte qu'elle est véritablement affectée psychologiquement. Et elle va s'en rendre compte quand, par exemple, elle va vouloir, soit ce que tu as dû rencontrer toi, changer de travail, mais elle va invoquer peut-être des arguments qui vont témoigner d'une certaine forme d'hésitation, de résistance. Toi, tu as dû rencontrer ce type ouais, de... complètement, bien sûr. Voilà. Ou alors, elles vont s'en rendre compte quand elles vont essayer de construire un projet et qu'en fait, celui-ci va prendre trop de temps, ou elles ne vont pas y arriver, elles vont se sentir inhibées, elles vont se sentir fragilisées, incapables pour certaines actions. Où elles vont avoir l'impression qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles ont perdu des compétences. Et donc là, en fait, effectivement, c'est le signe du fait qu'il y a un travail qui n'a pas été complètement abouti pour permettre que véritablement il y ait une construction professionnelle derrière. Ok. Super. Alors, du coup, je regarde dans le chat, c'était Chloé qui nous disait bonsoir. Chloé est psychologue. Qui était ravie de nous rejoindre. Bienvenue, Chloé. Non, mais hyper intéressant, en fait, le deuil, la notion de trauma, enfin, l'exemple du rappel traumatique. Là, par exemple, que ce soit les personnes qui sont présentes, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat encore, hein, si vous voulez rebondir sur certaines choses, franchement, en plus, on n'est pas beaucoup, donc même si vous voulez prendre la parole. Oui, juste, que ce soit les personnes qui sont là et qui ont des situations différentes, qui peut-être se posent des questions ou qui sont vraiment dans un questionnement un peu plus profond de leur carrière, de ce qu'elles sont en train de construire, et qui vivent cette remise en question, quel conseil tu pourrais leur donner pour faire ce travail sur elles-mêmes? Alors, tout dépend de la situation de départ. C'est-à-dire qu'on peut, on peut arriver à un moment de remise en question sans être en souffrance. Bien sûr. Moi, je parlais tout à l'heure, effectivement, de mon point de vue de psychologue, hein, je vois rarement des gens qui vont bien. Donc, c'est vrai que je vois d'abord des gens qui sont en souffrance. Mais on peut aussi se poser des questions et se remettre en question sans être en souffrance, en tout cas bien exprimée, quoi. Hein. Mais tout dépend de l'importance justement de cette souffrance et des raisons pour lesquelles on se pose des questions. Mais je dirais que premier conseil, ce serait de se laisser du temps. C'est-à-dire que souvent, ce qui pousse, c'est l'angoisse, en fait. C'est-à-dire que les personnes ont tendance à vite vouloir trouver une solution. Alors, après, on peut bien sûr considérer la réalité. C'est vrai que tout le monde ne peut pas passer quelques mois sans travailler, quoi. C'est-à-dire, concrètement, il faut quand même rentrer un salaire pour la majorité des personnes. Donc, c'est vrai qu'accepter de se laisser du temps, c'est peut-être pas facile, c'est pas facile pour tout le monde. Mais se laisser du temps, ça peut prendre différentes formes. C'est-à-dire qu'on peut se laisser du temps en s'arrêtant de travailler. Si par exemple on est en situation de souffrance, on peut s'arrêter et on peut être arrêté dans le cadre d'un arrêt de travail. Ou alors on peut se laisser le temps de la réflexion, c'est-à-dire surtout ne pas se précipiter.
Voilà. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est ne pas se précipiter. Ensuite, donc, ne pas se précipiter, ça veut dire se laisser du temps, ça veut dire accepter de s'arrêter éventuellement. Par exemple, moi, je vois beaucoup de patients qui vivent des burn-out et qui veulent vite reprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, comme souvent les personnes qui vivent ces moments-là, ces situations-là, sont des personnes qui sont très investies dans leur travail, sont des personnes qui supportent mal, en fait, justement, de ne pas travailler et qui se vivent comme défaillants, justement, hein, et qui éprouvent de la culpabilité à être en arrêt de travail. Et donc, ces personnes-là, souvent, moi, j'entends qu'elles veulent reprendre le travail rapidement. C'est-à-dire, au bout d'un mois, ça y est, il faut reprendre. Or, un mois, si on est en burn-out, un mois, c'est vraiment pas suffisant. Et donc, souvent, je leur dis qu'effectivement, il faut accepter, là, dans ce temps-là, il faut accepter de prendre le temps dont ils ont besoin pour justement pouvoir faire un point sur leur situation. Faire un point sur leur situation, donc le temps, ça permet ça. Pour les personnes en burn-out, en moyenne, après, j'imagine que ça dépend des cas, combien de temps il faut pour récupérer d'un burn-out complètement et d'avoir digéré tout ça pour aller de l'avant? Alors c'est vrai que ça aussi, c'est très variable parce que ça dépend de là où on en est du processus de l'épuisement professionnel. C'est-à-dire que le burn-out, c'est la conséquence d'un processus d'épuisement émotionnel et psychique. Et en fait, ce processus, il peut se dérouler sur 2 ans. Donc, si on est au bout des 2 ans, se remettre d'un burn-out qui s'est développé pendant 2 ans, ça veut dire qu'il nous a affectés pendant 2 ans. Ça peut prendre 6 mois. 6 mois, ce n'est pas énorme, en fait. Voilà. Après, lorsqu'on est dans un contexte où le burn-out, on va dire, a couvé moins longtemps, ou qu'on s'est arrêté de manière plus précoce, hein, voilà, on peut se remettre d'un burn-out entre 3 mois et 6 mois. Mais je dirais qu'en moyenne, il faut 6 mois pour se remettre d'un burn-out, pour être vraiment bien. Et puis, ça peut aller jusqu'à 2 ans. 2 ans. Ça peut faire peur, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans, dans des cas de graves où les personnes ont vécu du harcèlement, où elles ont été traumatisées. Enfin bref, il y a différents cas de figure. On va dire que 6 mois, c'est assez standard pour être vraiment sorti d'affaire. Donc, premier point, on prend le temps, on se fait arrêter s'il faut. Et moi, j'encourage aussi tous les gens que j'accompagne qui sont dans des situations un peu complexes de se faire arrêter parce que c'est là pour ça. C'est là pour sortir un peu, quand bien évidemment ça devient infernal, hein, quand c'est supportable et qu'on arrive à aller au travail sans problème, il ne faut pas forcément se faire arrêter, mais quand ça devient très critique, il ne faut vraiment pas hésiter et j'insiste là-dessus. Parce que les gens ont souvent peur, il y a toujours une peur de se faire arrêter et d'être jugé pour ça, alors que pas du tout, au contraire, c'est là pour ça. Après, il y a des gens qui peuvent difficilement s'arrêter. Par exemple, je pense les entrepreneurs. Tu es bien placé pour le savoir. Ils peuvent difficilement s'arrêter. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, il faut pouvoir se préserver du temps aussi, c'est-à-dire des moments, réserver des temps à la réflexion. Réserver des temps où on fait un retour sur soi et on fait le point à la fois sur son état psychologique, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ce qui permet de se poser aussi. Et prendre ce temps régulièrement, ça permet de maturer en fait le projet qu'on va pouvoir construire. Ça permet aussi de commencer à se reconstruire psychologiquement pour pouvoir se reconstruire professionnellement, hein, si tant est qu'il y a besoin, sans aide extérieure, quoi. Hein, mais déjà, soi-même, voilà, s'accorder ces moments-là de réflexion, c'est des moments essentiels. Et de repos aussi, évidemment. Parce qu'on ne peut pas être, si on est dans une situation de surcharge, par exemple de travail, il faut pouvoir se réserver ces temps-là. Ça, c'est le premier point. Après, justement, ce point sur soi, c'est un point, c'est l'occasion de faire un point sur soi, un point sur ses besoins personnels, ses besoins professionnels, ses attentes personnelles et professionnelles, et de les mettre en concordance avec ce que le travail peut nous offrir. Donc, quand je disais, ça dépend d'où on part, en fait, ce dont on peut avoir besoin, je pensais aussi au fait qu'aux personnes dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient en perte de sens. Voilà. Lorsqu'effectivement, on est dans une situation où on a perdu le sens du travail,
de son travail au départ, et bien là, il y a tout un cheminement effectivement à faire aussi autour des valeurs que l'on porte, des valeurs auxquelles on adhère, du sens du travail pour soi, de la place du travail dans sa vie, de son rapport au travail. Tout ce travail-là, en fait, c'est des questions en fait, qui sont abordées dans la reconstruction psychologique et qui sont articulées à la reconstruction professionnelle, parce que l'idée, c'est surtout de ne pas revivre la même situation que ce qu'on a vécu. C'est quand même d'avancer sans se retourner, mais sans non plus nier ce qu'on a vécu. Et je crois que ça aussi, c'est un point important. Moi, j'y pense en même temps qu'on discute, mais le fait de reconnaître ce qu'on a vécu, ça fait partie de son histoire aussi. Et c'est ce qui aussi nous permet de développer d'autres ressources. C'est-à-dire que cette expérience, même malheureuse qu'on a pu vivre, nous permet ensuite de développer des nouvelles ressources pour justement mettre à profit cette expérience dans une expérience ultérieure, professionnelle. Ouais, c'est formateur. Là, je donne un témoignage purement personnel. C'est la remise en question que j'ai vécue il y a 3 ans. C'était super dur. Moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes sur l'après, sur OK, il y a une incertitude, de quoi je vais vivre, qu'est-ce que je vais construire. Vraiment, tu pars d'une page blanche souvent. Ouais. Et en même temps, donc j'étais angoissé à l'idée de me dire de partir pour construire autre chose, et j'étais angoissé dans le quotidien de me dire il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. Donc c'était une double peine que je m'infligeais, et je me rendais pas compte qu'en fait d'abord il fallait que je traite le sujet de non mais ton cadre pardon, ton cadre actuel ne marche plus pour X ou Y raison, et c'est comme ça, c'est une fin de cycle. Et tu dois faire avec. Et une fois que j'avais intégré ça et que moi je reparle de deuil encore, je suis désolé, je répète, mais c'était vraiment ça. J'avais accepté de renoncer à ce schéma de carrière, à ce statut social, à ce niveau de salaire. Je vois que Hélène fait un commentaire sur l'angoisse financière qui bloque toujours beaucoup, mais complètement, tu as entièrement raison, Hélène. Et le sujet financier, je pense que c'est l'un des plus compliqués à gérer parce qu'on a tous un rapport différent à l'argent, donc c'est difficile de se lancer un peu dans l'inconnu, encore plus. Alors moi, j'ai pas d'enfants, pas encore, j'en aurai peut-être, mais quand on a des enfants, une famille assumée, un crédit à rembourser, bien évidemment, les projets de changement, ils sont plus difficiles à construire, à envisager, à travailler. Et c'est vrai que tout ça se mélangeait et c'était dur d'y voir clair. Moi, j'avais eu de la chance dans le sens où à un moment donné, je me suis dit non, mais il faut quand même que tu tournes la page et tu y vas vers autre chose. Et peu importe, même s'il y a une incertitude, alors j'avais évidemment des conditions financières plus faciles et ça aide quand même pas mal. Mais je me suis dit, bon, va dans cette incertitude et sur le long terme, tu arriveras à construire quelque chose. Sur le court terme, bien évidemment, c'était un chantier total. Et sur le long terme, tu arriveras à construire quelque chose. Et c'est vrai que ça met en exergue un point important sur la reconstruction professionnelle après la reconstruction psychologique. C'est que, ça c'est ma vision des choses, vous avez le droit de ne pas être d'accord, je pense qu'on ne peut pas échapper à l'incertitude. Qu'elle soit financière, professionnelle, dans cette phase-là un peu de transition. Je pense que ça fait partie de l'aventure et il faut accepter d'arriver à la gérer à sa manière. Mais en étant psychologiquement et mentalement hyper au clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus, ce que tu disais tout à l'heure, pas refaire les mêmes erreurs. Et ça donne quand même une force et une résilience assez incroyable pour l'avoir vécu et avoir lancé des projets entrepreneuriaux qui n'ont pas marché. Donc, j'ai vécu l'échec après avoir… je sais, enfin, j'ai ce projet de vie en tête et je vais tout faire pour y arriver. Et cette résilience-là, elle est pour moi fondamentale. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais bon, c'était un… perdu dans la discussion là. Alors, sur la question de l'incertitude, effectivement, à partir du moment où on tourne une page et qu'on en écrit une autre, il y a toujours l'incertitude, puisqu'on est dans l'inconnu et on doit reconstruire quelque chose. Mais l'être humain déteste l'incertitude et l'inconnu.
En général, il préfère ce qui est connu et il préfère savoir où il va, à moins qu'on soit un grand aventurier. Mais si on est un grand aventurier, on se pose moins ces questions-là qui nous occupent aujourd'hui dans la discussion. Donc, effectivement, cette incertitude, elle fait partie de la construction de l'avenir. Mais c'est vrai qu'on y est rarement dans la vie, en tout cas dans notre première carrière professionnelle, on va dire, si on fait des études ou si en tout cas on construit en fait une voie professionnelle, on n'y arrive pas d'un coup. En fait, on y arrive progressivement à avoir des réponses vis-à-vis de ce projet qu'on construit, le premier qu'on construit, et avoir des réponses qui viennent un peu faire taire cette angoisse liée à l'incertitude. Or là, surtout quand on sort du salariat, qui oui, est hyper sécurisant, quoi. voilà. Mais dans ce cas-là, par contre, lorsqu'effectivement on vit une remise en question, eh bien, on va plutôt vouloir tourner une page, tourner la page en fait, et créer une nouvelle page, mais disons que le rapport à l'incertitude est plus direct, quoi. C'est aujourd'hui, je sais ce que j'ai, mais demain, je ne sais pas ce que j'aurai. Aujourd'hui, j'ai tel salaire, ce que je sais, c'est que si je change, je vais le perdre. Voilà. Et donc, c'est sûr que vu comme ça, eh bien, ça bloque. Hein. Alors après, ça peut bloquer, bien sûr. Comme dit Hélène, l'angoisse financière bloque toujours beaucoup. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, il y a des réalités qui font que, bon, pour certains, effectivement, l'enjeu est de taille, quoi, de la transition. Après, et donc, voilà. Et donc, c'est cette angoisse-là qu'il faut apprendre à apprivoiser en se donnant les moyens d'y aller pas à pas. C'est vrai que si on se dit, je veux changer radicalement, et bien là, effectivement, on est soit on fuit. Moi, je considère quand même que souvent, les changements de vie radicaux, très rapides, justement, qui ne prennent pas le temps de la construction d'un projet, ne sont pas des changements qui sont, on va dire, sains, on va dire, au sens psychologique. Hein, c'est-à-dire que souvent, ces changements-là témoignent d'une forme d'évitement, en fait, des questions qui préoccupent la personne au moment où elle est en difficulté. Et après, ça se comprend parce que l'angoisse est tellement forte qu'on va vite vouloir trouver des solutions. Mais par contre, sinon, l'angoisse, on ne peut pas l'éviter, mais on peut y répondre pas à pas, c'est-à-dire se donner les moyens pas à pas de trouver des éléments de réponse qui vont nous permettre de la colmater. Voilà, et de s'assurer que finalement, on arrive à faire des choses et on arrive à y répondre. Alors, Hélène dit, et si cet épisode difficile précédemment, oui, et s'il y a un épisode difficile précédemment, la confiance en soi est entachée, oui, voilà, tout à fait. Alors, en effet. Le changement est parfois ardu. Le changement est parfois ardu, je suis tout à fait d'accord. Hein, en effet, plus on a souffert, plus on est affecté et effectivement, la confiance en soi est souvent fragilisée. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est important de se reconstruire psychologiquement pour construire professionnellement. Parce qu'effectivement, reconstruire la confiance qu'on a en soi, c'est un travail en fait qui ne se fait pas du jour au lendemain et qui demande en fait, pour construire sa confiance en soi, on doit s'apporter des garanties qu'on peut avoir en soi. Et donc, c'est en faisant des choses qu'on arrive à se donner des garanties pour restaurer sa confiance en soi. Voilà. C'est aussi en faisant le bilan de ses acquis en termes de compétences personnelles, ce qu'on appelle les soft skills, ou en termes d'acquis professionnels. C'est-à-dire qu'on a l'impression souvent, quand on a vécu un épisode difficile, qu'on a tout perdu et que tout est bon à jeter. Voilà. Dans cette expérience. Or, souvent, c'est faux quand même. Tout n'est pas bon à jeter. On n'a pas passé 5 années, 10 années dans un endroit pour rien. On en a gardé quelque chose. On a acquis quelque chose. Sauf que, effectivement, quand on est en souffrance ou qu'on est attaqué ou qu'on a du mal à se déprendre d'une situation, on ne va pas le voir, en fait. Voilà. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour s'en rendre compte. Voilà. C'est vrai que peut-être juste un commentaire sur, sur le fait. Il y a une question. Oui, vas-y. Attends, c'est Laila qui dit comment faire quand on est dans une remise en question professionnelle. Donc, on sait qu'il faut changer quelque chose, mais on ne sait pas encore vers quoi on veut aller. Pas forcément l'entrepreneuriat à temps plein, pas forcément un autre CDI, etc.
Alors, vas-y, je te laisse commenter. Oui, je veux bien répondre, mais tu donneras ton point de vue Ouais, je aussi. donnerai mon point de vue, parce que ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, effectivement, donc vous savez qu'il faut changer, mais vous ne savez pas vers quoi il faut aller. Vous pouvez aller, mais vous ne savez peut-être pas non plus quoi changer. C'est-à-dire que quand on est dans une remise en question professionnelle, parfois on n'arrive pas à identifier ce qui nous met en difficulté, ce qu'il faut changer. Ça peut être le travail, le type d'activité, c'est-à-dire le métier qu'on exerce, mais ça peut être aussi plutôt l'environnement dans lequel on l'exerce. Ça peut être une partie de l'activité qu'on exerce. Ça peut être les conditions de travail dans lesquelles on l'exerce. Hein. Moi, j'ai vécu ça en début de ma carrière de psychologue, où j'ai travaillé pendant 4 ans à l'hôpital public, renouvelé par CDD de 3 mois, renouvelé tous les 3 mois, donc pendant 4 ans, sans bureau comme psychologue. Donc, je travaillais dans les couloirs. Heureusement que j'étais en début de carrière. Heureusement que j'avais la fougue du début de carrière. Parce qu'aujourd'hui, je ne supporterais pas une semaine. Mais à l'époque, hein, ces conditions de travail, à l'époque, j'étais tellement investie que je ne me rendais pas compte que je travaillais dans des conditions déplorables. Et que même, ça mettait en difficulté mes patients. Voilà. Et effectivement, je me suis demandé si j'allais continuer à être psychologue dans ces conditions. Sauf qu'après, évidemment, en réfléchissant, je me suis dit que c'était les conditions. Donc, j'ai changé, j'ai cherché, j'ai retrouvé des conditions difficiles. Bon, bref, et j'ai fait un petit chemin et puis finalement, j'ai réussi à travailler comme je le voulais. Donc, il faut savoir identifier ce qui nous pose problème. Ensuite, eh bien, on n'est pas obligé d'aller vers l'entrepreneuriat. Hein. Oui, il faut interroger tous les aspects environnementaux, les conditions de travail, la nature du travail, L'environnement, la boîte, les l'environnement, les valeurs, les relations gens. sociales au travail, l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle aussi. Ça, c'est important aussi, puisqu'il y a le même métier dans des conditions de travail différentes peut favoriser l'équilibre ou pas. Et donc, ce n'est pas forcément le travail en lui-même qu'on doit rejeter en bloc, en fait. Hein, ça peut être autre chose. Il faut prendre le temps d'interroger tous les aspects. Et justement, effectivement, on n'est pas forcément obligé d'aller dans l'entrepreneuriat. Même si ça peut donner envie quand on est vraiment en saturation de l'environnement de travail, des collègues, de la hiérarchie, et c'est sûr que l'indépendance, ça peut donner envie, mais ça peut faire aussi très peur. Hein. Et donc, justement, l'idée, ce n'est pas de s'angoisser davantage en se donnant cet objectif, c'est plutôt de prendre le temps de réfléchir, interroger tous les aspects pour pouvoir ensuite, effectivement, mieux s'orienter. Moi, j'ai 2 commentaires Oui. par rapport à ce qu'a dit Leïla. Oui. Le premier commentaire, c'est que quand il y a une nouvelle page professionnelle à écrire, c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, on voit du storytelling de gens qui ont quitté des jobs d'avocat pour élever des chèvres dans le Vercors, enfin, j'exagère. On voit une espèce de glorification du changement radical. On voit des organismes faire des programmes de développement personnel hyper poussés en promettant qu'en un mois avec eux, vous allez trouver votre voie et surtout apporter un changement un peu radical. Il faut faire attention avec ça parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, tout n'est pas jeté dans ce qu'on a construit. Et c'est pas forcément, quand je dis ça, c'est pas forcément uniquement les lignes et les compétences en hard skills qui ont été construites dans le parcours de la personne. Ça peut être aussi le réseau. Moi, je le vois dans mon projet aujourd'hui. C'est un projet qui finalement, je n'aurais jamais pu le lancer si je n'avais pas vécu 10 ans de salariat. Je n'aurais jamais pu le lancer si je n'avais pas eu un réseau autour de moi de personnes qui m'ont témoigné de leur quotidien, de leur souffrance. Et mes clients potentiels, enfin, mon premier client, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Donc, en fait, ça m'aide beaucoup. Pardon, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est pas mal d'arriver à recycler, pas tout, mais une partie de ce qu'on a déjà construit et capitaliser dessus pour aller de l'avant. Un changement radical, ça fait peur. C'est une incertitude totale.
Mm. C'est pas forcément pérenne en termes en termes de reconversion. Voilà, j'aime pas trop cette espèce de glorification et de storytelling qu'on voit de plus en plus, parce que je pense que c'est pas toujours vrai et voilà, il faut faire attention. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, Laïla, c'est que si tu as, enfin, moi, ce que j'ai fait, et ça, c'est vraiment mon témoignage personnel, c'est que j'ai testé des choses. J'ai essayé de lancer une entreprise dans les spiritueux, bon, ça n'a pas marché, et puis c'était trop compliqué. À un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un qui avait un espace de coworking, donc je m'étais un peu mis à potentiellement faire du coworking. Ça n'a pas marché, voilà. Euh, je pense que la phase de test est assez importante et c'est pas mal d'explorer quand il y a des trucs qui te font envie et et que tu réfléchis et que tu envisages pour une nouvelle étape dans ta carrière. Donc, il ne faut pas hésiter à, à tester ces choses-là. Des fois, tu peux même. Alors, je sais qu'il y a des organismes qui proposent de faire des stages dans des métiers pour permettre aux gens qui s'intéressent à de nouveaux métiers de vivre le truc pendant quelques jours. Et ça apporte pas mal de concret et ça te donne rapidement Moi, par exemple, j'ai été vendeur pendant 2 jours à une foire au vin parce que j'aimais bien les spiritueux et que la vente, j'y réfléchissais. Bon, j'ai fait 2 jours, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal de tester. Si jamais tu as, donc là, si jamais tu as envie tu réfléchis à autre chose, tu as envie d'évoluer et ça ne te coûte pas grand-chose. En tout cas, si tu peux arriver à le tester, franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Alors, moi, pardon, moi, l'entrepreneuriat, ça m'a aidé à tester plein de choses. Après, l'entrepreneuriat, c'est particulier. Il s'appelle comment cet organisme Hélène qui me dit, il s'appelle comment cet organisme qui propose des stages Écoute, je ne sais plus, mais je me le note, Hélène, et je t'enverrai ça par mail. Justement, j'étais en train de me dire que ta réponse pouvait aussi intéresser Hélène par rapport à la question de l'angoisse financière qui bloque. C'est-à-dire, je pensais au fait qu'effectivement, on pouvait peut-être essayer de se dégager des temps pour justement être en immersion en fait, dans des activités qui soient différentes, des activités éventuellement qui pourraient nous intéresser. Et puis, de la même manière, je pensais aussi que ce que permet la rupture conventionnelle, c'est quand même aussi ça, c'est de répondre à cette angoisse financière. Bien sûr. Mais bon, c'est sûr qu'il y a une durée limitée, quoi. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ah bon, Là, je voulais d'accord. dire. Mais, Voilà. Il y a quand même mais une durée limitée, donc c'est intéressant d'avoir réfléchi en amont quand même un peu, histoire de gagner du temps sur la durée de financement que permet la rupture. ah ben pour l'avoir vécu, je peux te garantir que le temps est ta ressource la plus précieuse, encore plus quand tu es au chômage et que tu es amené à construire quelque chose de nouveau, quoi, ça, c'est clair. Top. Bah, écoute, Hélène, je t'enverrai, je retrouverai, je te promets, je retrouverai l'organisme et je t'enverrai ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est contacter soit des gens de ton réseau qui font un métier qui t'intéresse et vivre le truc avec eux. Moi, par exemple, je sais que j'ai un ami qui a travaillé dans un hôtel ou qui avait un hôtel et qui avait reçu quelqu'un comme ça, qui l'avait contacté et qui avait vécu un peu l'hôtellerie pendant quelques jours. Donc, c'était pas mal, ça donnait du concret. Je sais je crois que c'est Weekendoo, c'est un organisme qui fait des stages dans l'artisanat, donc et qui permet de faire découvrir des métiers de l'artisanat. D'accord. Ouais, donc c'est pas mal. Et Hélène qui fait encore un Et commentaire avec avec la les nouvelle nouvelles. loi Macron, le chômage dégressif au bout de 6 mois, c'est sûr. Ouais. C'est Alors sûr oui, qu'il vaut mieux préparer son projet en amont de cette étape-là, quoi. oui, mais euh, tout dépend de ton niveau de salaire. Parce que c'est dégressif avec un montant plancher. Donc, effectivement, bon, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire les simulations de tes potentielles futures indemnités, Hélène, mais effectivement, en fonction de ton niveau de salaire, la dégressivité s'applique ou plus ou moins pas encore. Il faut que je me renseigne précisément. Et ben, là encore, je t'enverrai un deuxième email, tout dans le même email. Je t'enverrai le simulateur pour que tu puisses faire l'exercice. Parce que selon certaines personnes, je sais que par exemple, une personne qui gagne 60 000 euros brut annuel a une baisse a une dégressivité relativement faible, quasi nulle, alors qu'une personne qui gagne 80 voire 100 000 euros brut annuel, alors Yann, tu n'es pas obligé de donner ton niveau de salaire, bien évidemment, mais je sais que la dégressivité était plus forte.
Donc, ça dépend des cas de figure. Bon, super. Bon, je vois le temps défiler. Il est déjà 9 heures. J'avais une dernière question pour toi. On grappille un tout petit peu quelques minutes. Bon, mais évidemment, si vous devez partir, vous partez. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, j'enverrai un replay. Dernière question. C'est plus une remarque à commenter. Est-ce que ce n'est pas devenu un peu la normalité aujourd'hui de vivre une remise en question de sa carrière? Alors, oui, je crois que notre époque, effectivement, favorise les remises en question. Je pense que, effectivement, il y a une question de génération aussi. Plus on est jeune, plus il est facile de se remettre en question sur sa carrière, parce que forcément, la carrière est moins longue aussi. Et puis surtout parce qu'on n'a pas envisagé la carrière professionnelle quand on est jeune, j'entends en moins de 30 ans ou entre 25 et 35 ans, et qu'au-delà, en fait, où la carrière représentait un peu quelque chose de différent et s'inscrivait dans une linéarité, une continuité plus importante pour les personnes un peu plus âgées. Ensuite, effectivement, je crois que c'est aussi comment dire, un gage de santé mentale que de se remettre en question. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se remettent en question, et tant mieux. Hein. Et je dirais qu'effectivement, c'est plutôt sain de douter et de remettre en question ses choix à un moment donné. Je suis complètement d'accord. Parce qu'on évolue, hein, on évolue, la vie évolue, notre vie personnelle, la vie professionnelle, le monde du travail, la société. Et bon, on n'est pas obligé de rester dans la même posture toute sa vie. Et c'est normal qu'on se sente à un moment donné mal dans ce qu'on fait, hein, en difficulté, ou simplement qu'on ait envie de changer. Et donc, qu'on tienne effectivement cette mobilité ou cette reconversion, voilà, cette question en tout cas. Je suis d'accord, c'est vital et j'ai même envie de dire, je pense que ça devient risqué de ne pas le faire. Parce que les schémas de carrière sont de plus en plus mouvants et de moins en moins linéaires, et que ça devient risqué de rester dans son coin, de ne pas trop se poser de questions et de se satisfaire de son quotidien, parce que si un jour ça doit se terminer, et comme on le voit, de plus en plus d'employeurs font des plans sociaux, font des réorganisations et les gens restent de moins en moins longtemps dans l'entreprise. Si vous ne le faites pas pour vous, votre employeur vous imposera ça. Moi, ça a toujours été un peu ma réflexion de fond dans mes questions, en me disant, je sais que si je ne le fais pas, un jour, dans peut-être 10 ans, à la quarantaine ou au début de la cinquantaine, on va me dire, Jérémy, c'est terminé pour toi, adios. Et là, pour entamer des reconstructions et vivre le truc, ce n'est pas la même chose, je pense. Ça se fait aussi, mais ce n'est pas la même chose. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un signe de bonne santé mentale. Que tout va bien, tout va bien si vous vous posez des questions et si vous avez envie de construire autre chose. Je pense que c'est très sain et c'est plutôt bon signe. Voilà, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas difficile. Non, mais non, c'est pas. Mais effectivement, c'est plutôt ça. Ça vaut le coup. Et je terminerai en commentaire de ce webinaire avant de raccrocher que il y a une citation d'un stoïque, je ne me rappelle plus le nom, je crois qu'il est polonais, qui dit que hard choice, easy life, je le fais en anglais, hein, easy choice, hard life. Et ça, j'y crois profondément. Et je pense aussi d'ailleurs que les gens surestiment leur capacité à construire quelque chose de nouveau sur le court terme et en particulier dans la vie professionnelle. Et je pense qu'ils sous-estiment cette capacité de le faire sur le long terme. Donc, il faut un peu de patience. Et en construisant sur le long terme, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu voulais faire un autre commentaire, Agnès, sur tout ce qu'on s'est dit. Non, non, j'en ai terminé. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'autres commentaires à faire que ce que tu as fait. Et je te remercie de cet échange. Non, mais merci à toi, merci aux participants, Hélène, Leïla, c'est top. Vos commentaires, ça a permis de nourrir la discussion. C'était pas mal qu'on soit un petit comité. J'enverrai le replay bien évidemment très prochainement. Donc, si jamais vous voulez revoir ça. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit email ou me contacter via mon site internet partir-sans-démissionner.com. Hélène, je me note de t'envoyer l'organisme des stages pour tester ces voies et le simulateur pour l'emploi. Donc, je t'enverrai un petit email très prochainement.
Merci à toutes et à tous. Merci. Et Laïla aussi, là, je l'enverrai. Commentaire. Je mettrai à tous les participants, même ceux qui n'étaient pas là, le lien, comme ça, tout le monde l'aura. Et s'ils veulent faire des stages pour tester d'autres voies, et ben, tant mieux. Agnès, merci. Très bien. Bonne soirée à Bonsoir. vous. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.